Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je remercie les organisateurs d'avoir bien voulu m'accorder l'occasion de m'exprimer dans le cadre du colloque 2009. Face aux participants venus de différents pays, je suis heureux de pouvoir discuter avec eux de divers problèmes concernant l'accueil et la contextualisation du cadre européen commun de référence. Malheureusement, je ne peux pas parler français et je le regrette beaucoup. J'ai appris le français il y a 52 ans et tout ce que j'ai retenu, tout ce qui me reste, c'est... Voilà, j'entre maintenant dans le vif du sujet. Historiquement parlant, les langues étrangères au Japon ont toujours eu une fonction de langue de culture ou d'outils pour former les personnalités capables d'assimiler la culture des pays avancés. C'était le cas du chinois au temps des émissaires envoyés auprès des différentes dynasties du continent au 7e siècle. C'était le cas également du portugais au moment de l'arrivée du christianisme au XVIe siècle, ainsi que du hollandais à l'heure d'accueil de la civilisation européenne pendant toute l'époque d'Edo, du début du XVIIe siècle au milieu du XIXe siècle. Et enfin, c'était le cas des langues de l'Europe occidentale, anglais, allemand, français, à partir du milieu du XIXe siècle, période marquée par la grande réforme de Meiji. Et j'abordais dans mon intervention un aperçu historique de la politique de l'enseignement des langues étrangères menée à partir de l'ère Meiji, qui débute en 1868, et j'essaierai d'en dégager certaines spécificités japonaises. Et j'espère que cela donnera matière à débattre pour animer la discussion sur la contextualisation. Donc, la période allant de 1868 à 1945, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En parlant de cette période, l'époque de Meiji, et qui commence donc en 1868, le Japon avait l'ambition d'accéder aux grands pays avancés et l'enseignement était le premier enjeu. Et notamment l'enseignement des langues étrangères sur tous les niveaux primaires, secondaires et universitaires. Toutes les questions étaient là. Combien de langues à apprendre? Et combien d'heures par semaine à dispenser? Et quelle langue enseigner? Et vers la fin du XIXe siècle, à titre de référence, dans l'enseignement des langues étrangères, anglais, français, l'allemand étaient les 3 langues qui ont été enseignées. Et à titre de référence, vers la fin du XIXe siècle, pour introduire le système des pays avancés occidentaux, au sein des autorités japonaises de cette époque, il y avait une certaine rivalité entre les partisans du français, donc partisans du système français, et les partisans d'autres langues comme l'allemand, mais finalement c'est l'allemand qui était la langue de la Prusse qui a gagné, et le français était plus ou moins marginalisé à cette époque. Et il y a l'université de Hosei à Tokyo. À Hosei Daigaku, il y a eu l'expert français Boissonnade qui est venu justement pendant cette période. Il a été invité par les autorités japonaises pour nous enseigner le système français
dans le droit, mais finalement, malgré sa présence, le Japon a opté pour le système allemand. On l'a gentiment remercié, le gouvernement l'a gentiment remercié, et il est passé dans un établissement privé ensuite. Donc, au début de l'époque Meiji, vers la fin du XIXe siècle, cette période a été marquée par cette rivalité entre le français et l'allemand. Donc, à la fin du XIXe siècle, les autorités japonaises hésitaient encore un peu. Et pour ce qui est du programme de l'enseignement primaire, c'est 1872 qu'on commence à enseigner des langues étrangères à l'école primaire, mais l'anglais a été introduit sérieusement à partir de 1886. Et l'école primaire, prévoyant 4 années d'études, le cours d'anglais était facultatif. Et le taux de pratique de l'enseignement de l'anglais se situait dans les premières décennies du XXe siècle autour de 6%. Le Japon, qui était un État plutôt agriculteur, les enfants des agriculteurs n'allaient pas à l'école parce qu'ils aidaient les parents qui étaient très occupés. Donc même le système de l'éducation obligatoire était mis sur place, mais les parents n'avaient aucune conscience de leur éducation. Et pour ce qui est du collège, en général, la première langue étrangère, c'est-à-dire l'anglais était obligatoire, et une deuxième langue, l'allemand ou le français, était facultative. Or, en 1901, une réforme législative a placé l'anglais, l'allemand et le français au même rang pour développer une plus grande diversité dans ce domaine. Mais pendant cette période, l'enseignement des langues étrangères était centré sur l'anglais. Quand on passe à la période de Taisho, donc allant de 1912 au 1926, cette période a vu naître une dynamique en faveur d'une véritable éducation nationale. L'enseignement de l'anglais a été ainsi intégré à ce cadre. Quand on parle de l'éducation nationale, il fallait augmenter le taux de scolarisation, non seulement au niveau primaire, mais aussi au niveau secondaire. Et l'enseignement de l'anglais a été marqué par un phénomène ici, c'est le polémique qui a surgi autour de l'abolition de l'enseignement de l'anglais. Il s'agit d'une réaction directe provoquée d'abord par une loi votée en Californie en 1920 et qui visait à défavoriser les agriculteurs japonais installés dans la région. Ensuite, par une autre loi votée en 1924 dans le but d'exclure les immigrants japonais. À l'époque Showa maintenant, donc des années 30 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, alors une tendance anti-anglais était de plus en plus réelle et on a introduit dans les langues étrangères enseignées de nouvelles langues, le chinois par exemple, ou même pendant la Deuxième Guerre mondiale, le malais. Parce que la trope japonaise avançait sur l'Asie du Sud-Est. C'était une période très dure pour les professeurs de langues étrangères en général et ceux d'anglais en particulier. Surtout après le déclenchement de la guerre nippo-américaine, l'enseignement de l'anglais, considéré comme la langue de l'ennemi, a sensiblement été réduit ou purement et simplement supprimé. Alors qu'aux États-Unis, on a mis sur place un programme militaire de renforcement de l'enseignement du japonais
et visant à former des soldats capables de détecter les messages radio pour déjouer les opérations militaires japonaises. Par contre, au Japon, on a même supprimé l'anglais des cours. Parmi les cours dispensés à l'école militaire rattachée à l'armée de terre, il formait des cadres n'ayant aucune compétence en anglais. Ce fait historique met en évidence la caractéristique la plus tangible de la politique japonaise de l'enseignement des langues étrangères et qui ne manque pas d'intérêt du point de vue stratégique en matière de collecte d'informations. Cette caractéristique, donc, je l'appellerai la logique d'exclusion. Au Japon, la logique d'exclusion conçue dans le triple cadre de l'État, la nation, la langue nationale, se fait même au détriment des intérêts nationaux. Maintenant, la période d'après-guerre, un grand changement est intervenu au niveau collège, devenu obligatoire à cette époque. C'est l'introduction des cours de langues étrangères dans leur programme. Le choix de langue était encore possible en théorie, mais non pas en pratique. C'était possible en théorie parce que à l'époque, le Japon était dans un pagaille total, donc en pratique, le choix n'était pas possible. Dans la plupart des Japonais commençaient à apprendre l'anglais à partir du collège. En 1955, l'éducation nationale a intégré l'allemand et le français au programme des langues étrangères, mais l'anglais a toujours été la première langue étrangère. Les efforts pédagogiques pour renforcer la compétence communicative entrepris depuis la deuxième moitié des années 80 n'ont pas encore porté leurs fruits. Et il est difficile d'infléchir la tradition japonaise qui donne la priorité à la compétence écrite plutôt qu'à la compétence orale. Dans l'éducation d'après-guerre, régie par la démocratisation, la logique d'exclusion semble avoir sensiblement reculé au niveau individuel, mais au niveau politique, il n'y a pas eu de changement majeur. Je vous donne des exemples concrets. En 1968, au moment de la restitution des îles d'Ogasawara par les Américains à la ville de Tokyo, il y a eu sur une des îles concernées une école où les enfants japonais et ceux des soldats américains étudiaient ensemble en anglais. Les parents japonais souhaitaient que leurs enfants puissent continuer à suivre leur scolarité jusqu'à la fin du lycée, à la fois en japonais et en anglais. Mais le comité éducatif de la ville de Tokyo a finalement rejeté leur exigence, l'exigence des parents pour que tous les cours soient enseignés rien qu'en japonais. Un autre exemple un peu plus récent, les enfants d'Okinawa ayant la double nationalité américaine et japonaise et appelés Amérasiens ont remis une demande aux autorités pour qu'ils puissent suivre leur scolarité en anglais. Mais le ministère de l'Éducation a campé sur sa position selon laquelle au Japon, l'anglais n'est pas une langue d'instruction. Par contre, les mêmes autorités ont donné un accord implicite à des tentatives pédagogiques inspirées de la méthode canadienne dite d'immersion dont l'efficacité avait été démontrée. Et certains établissements primaires et secondaires ont donc décidé de dispenser des cours en anglais à l'aide de manuels scolaires homologués traduits en anglais.
De nos jours, le nombre des collèges qui ont des cours en anglais augmente rapidement. Mais en effet, aucune disposition légale ne précise ce qu'est la langue d'instruction au Japon. L'arbitrage se fait toujours euh, par la logique d'exclusion opposant la majorité et la minorité. Les demandes exprimées par des minoritaires tels que les Amérindiens ou les habitants d'Ogasawara ont été rejetées, mais la méthode d'immersion a été tolérée parce qu'elle était considérée comme une des réponses aux besoins pressants d'améliorer la compétence en anglais, et ce besoin concernait la majorité des Japonais. Ainsi, depuis la fin de la guerre, malgré la démocratisation du pays, il a toujours manqué une chose à l'enseignement de l'anglais, c'est ce que j'appellerais la logique de cohabitation, de vivre ensemble. La logique de cohabitation est justement une notion centrale pour définir la place de l'anglais dans la sphère traditionnelle anglophone. Donc nous n'avons pas d'équivalent des politiques canadiennes ou australiennes. Il n'est donc pas exagéré de dire que l'élaboration de la politique d'enseignement des langues étrangères était fondée uniquement sur le seul concept de langue de culture, et que jamais il n'existait de concept dans lequel la langue s'inscrive dans les droits de l'homme ou dans les ressources. Et mondialisation et promotion de la politique des langues étrangères axée sur l'anglais. Récemment, par rapport à la compétitivité internationale économique, il y a la discussion sur la nécessité de l'anglais et l'enseignement de l'anglais au Japon. À l'époque de la reconstruction économique après 1945, seules les élites peu nombreux avaient la possibilité de poursuivre leurs études à l'étranger. L'enseignement de langue était axé sur la compétence de lire et d'écrire, ce qui était suffisant pour satisfaire les intérêts généraux du pays. Alors qu'à l'époque de la croissance économique, il est devenu nécessaire d'envisager pour l'apprentissage des langues étrangères, et plus particulièrement de l'anglais, et la capacité à l'oral. D'une époque où l'aptitude à lire, à écrire était privilégiée pour le concours d'entrée à l'université, on est passé à une nouvelle époque où l'aptitude orale est également demandée pour l'anglais, et tant aussi bien que la formation. Par contre, avec la mondialisation, l'enseignement universitaire de l'anglais est demandé par rapport à la gestion de qualité de l'enseignement supérieur, non seulement réformer la structure verticale des disciplines ainsi que le curriculum, mais également de prendre des mesures pour renforcer la compétence pratique en anglais, ce qui entraîne la promotion de l'intensification des programmes ESP, English for Specific Purposes, qui requiert la conception du curriculum transversal au niveau de l'enseignement supérieur. Si j'en cite des exemples récents, il y a le programme d'enseignement de l'anglais conçu pour les étudiants des filières scientifiques et technologiques à l'université Kwansei Gakuin, où l'enseignement pratique de l'anglais technique au service d'une coopération industrie et université de Guma. En outre, l'utilisation de l'anglais en tant que langue d'enseignement et de recherche fait l'objet d'une promotion soutenue, au point qu'aujourd'hui, 32% des établissements d'enseignement supérieur utilisent l'anglais pour enseigner d'autres matières, ce taux s'élevant à 75% pour les établissements publics d'État. Enfin, dans le cadre du programme COE du ministère de l'Éducation, il y a la possibilité d'obtenir un diplôme suivant seulement des cours dispensés en anglais dans 6 facultés réparties en 5 universités. Cette possibilité est également
cette possibilité est également offerte dans 57 écoles doctorales, soit à 101 sections au total. Ensuite, je voudrais parler de la diversité de l'enseignement des langues étrangères dans l'enseignement secondaire d'aujourd'hui. Contrairement à la primauté de l'anglais dans l'enseignement supérieur, au niveau de l'enseignement secondaire, le nombre des établissements qui offrent des cours d'autres langues étrangères est en augmentation. Il y en avait 363 établissements en 1994, ils sont passés à 1355 établissements en 2005. En 2005, le chinois est enseigné dans 553 établissements, le français dans 248 établissements, le coréen dans 286 établissements, l'espagnol dans 105 établissements, l'allemand dans 105 établissements également, et d'autres langues dans 58 établissements. Lors de l'examen en 2006 organisé par le Centre national du test pour l'admission en université, 397 candidats ont choisi le chinois, 189 candidats le coréen, 141 candidats le français et 106 candidats l'allemand. Les différents tests d'aptitude en langue montrent également le fait que la demande pour les langues étrangères autres que l'anglais n'est pas en baisse, bien que dans le système d'enseignement institutionnel, le monopole de l'anglais soit évident. La diversification progresse au niveau individuel. Et ceci est très important dans la mesure où la diversification au niveau individuel contribue à la multipolarisation sociale qui aura des conséquences sur les critères sociaux, favorisant ainsi l'institution progressive d'un mode de vie admettant les valeurs diverses et l'acceptation de la logique de vivre ensemble et la promotion de formation en diverses langues étrangères. D'autre part, par rapport toujours à la mondialisation, je voudrais faire une remarque concernant la nécessité de préparer des politiques linguistiques répondant à la demande pour la compétence en langues étrangères les plus diverses. Ce problème est étroitement lié à l'activité économique du Japon. Maintenant que l'économie japonaise est directement liée au marché international, là où les langues nécessaires pour le travail peuvent faire l'objet d'une fluctuation suivant les conjonctures. Ce qui est évident, c'est que plus la puissance du Japon baisse, plus la compétence du japonais en diverses langues étrangères devient nécessaire. Je voudrais maintenant aborder un autre problème concernant la politique d'immigration et des problèmes de langue. Depuis juin dernier, l'Association japonaise pour la politique linguistique a mené des discussions sur la politique d'accueil des étrangers et la politique d'immigration, et ce avec des parlementaires appartenant à deux courants politiques, le Parti libéral démocratique et le Parti démocrate. Comme vous le savez, le Japon connaît aujourd'hui une baisse démographique constante et commence à avoir ainsi besoin de faire appel à la main-d'œuvre étrangère. Lorsque un étranger vient au Japon, il y vient avec toute une panoplie d'éléments représentant son ethnie, sa langue et sa religion, ce qui contribue à la diversification de la société japonaise. En ce qui concerne l'accueil des immigrés, il y a plusieurs méthodes, assimilation, séparation, multiculturalisme, mais récemment dans les pays européens, ce qui est devenu important, c'est la solidarité sociale, la cohésion sociale, afin de mettre un politique favorable au processus d'adaptation tant des immigrés et que de la société qui les accueille.
La promotion d'une telle politique ne fonctionnait que lorsqu'elle se fonde sur la logique de vivre ensemble. Et dans le contexte, nous devrions essayer d'éclaircir l'ensemble des problèmes concernant le japonais, langue étrangère, le japonais est langue nationale, la langue maternelle des immigrés et l'enseignement de langues étrangères au Japon, ce qui devrait nous permettre de trouver des pistes pour aborder les problématiques liées au plurilinguisme et pluriculturalisme. Pour terminer, je voudrais aborder le problème perspective de vivre ensemble dans le domaine linguistique en Asie. Il y a 60 ans après la fin de la guerre mondiale, le Japon n'est pas encore arrivé à partager avec ses partenaires asiatiques une même vision historique comparable à celle qui a été instituée entre la France et l'Allemagne par le traité de l'Élysée. Dans ce contexte, quels moyens devrait-on ouvrir le chemin de la logique de vivre ensemble en surmontant les obstacles qui constituent la différence de langue et les diversités politiques, économiques, historiques et culturelles. Dans les pays de l'Asie de l'Est comme le Japon, la Corée du Sud, la Chine et Taïwan, l'anglais est considéré comme une langue étrangère, alors que dans la plupart des pays est-asiatiques et sud-asiatiques, l'anglais est utilisé comme langue officielle ou deuxième langue maternelle. Pour envisager le plurilinguisme et le pluriculturalisme en Asie, il serait pertinent d'aborder la question compte tenu du fait que la langue de travail est commune pour les réunions de l'ASEAN et l'anglais. La politique de base doit être envisagée par la langue maternelle de chaque acteur, plus l'anglais, auquel s'ajouteront les langues que les individus utilisent pour leur travail et pour leur vie quotidienne. Or, ce qui est important ici, c'est de ne pas oublier l'histoire du colonialisme en Asie et notamment celle de l'impérialisme linguistique dans cette partie du monde. Car cette prise de conscience me semble essentielle pour mettre en œuvre divers processus de contextualisation du plurilinguisme et du pluriculturalisme dans les pays asiatiques. Les Singapouriens ont une excellente compétence anglaise, car l'enseignement de cette langue dans ce pays se fonde sur le principe qui dicte l'enseignement en l'anglais basé sur le non-culture. Donc pour terminer, je voudrais remarquer quelque chose. Par exemple, Aristote définissait trois conditions pour que celui qui parle puisse persuader son interlocuteur. La première condition, obtenir la confiance dans l'interlocuteur et deuxièmement, la capacité du lecteur de lire ce que pense son interlocuteur et troisièmement, l'habilité argumentaire du locuteur. Afin d'établir une bonne communication, il faut établir à l'aide de la langue d'abord une confiance mutuelle entre les interlocuteurs. Ensuite, ce qui me semble très important, c'est que les Japonais et les ressortissants asiatiques devraient apprendre plusieurs, deux ou trois langues asiatiques afin d'améliorer la compréhension mutuelle. Et en Asie, il y a des divers anglais, l'anglais de l'Asie du Sud-Est ou de l'Asie de l'Est. Dans ce contexte, en essayant, il faudrait mettre en place des programmes d'échange entre des pays asiatiques, d'échange d'étudiants, afin de permettre mettre en place une politique de coopération
dans cette partie du monde. Donc, il y a le projet de la communauté et de l'Asie de l'Est qui a pour but euh, de, euh, de ne plus répéter les guerres dans cette partie du monde. Et comme le montre la déclaration conjointe adoptée au sortir de la rencontre au sommet japon-chinois, Corée et du Sud, d'envisager une coopération dans cette région du monde. Donc, dans l'enseignement des langues étrangères, il y a bien sûr, il faut fournir des aides techniques aux étudiants, mais ce qui est plus important, c'est que l'enseignement des langues peut constituer un moyen pour réaliser un monde meilleur et pacifique. Et donc, ça peut constituer un moyen stratégique dans ce sens. Et donc, le chemin que nous devrons emprunter est long et sans difficulté, mais j'espère que ce colloque constituera l'occasion exceptionnelle pour nous permettre d'atteindre ce but.